le monde, merci d'être présent. Bien heureux d'être ici avec vous ce midi pour notre webinaire sur l'attraction et la rétention de la relève d'affaires. Donc, super content d'offrir ce webinaire-là à nos clients. Je suis accompagné de ma collègue Catherine Talbot. On aura l'occasion de se présenter dans quelques instants. La présentation est enregistrée, donc on va sans doute vous la rendre accessible après la formation. Puis, vous êtes en mode webinaire sur Zoom, donc en mode rencontre, excusez-moi. Donc, vous pouvez à tout moment nous poser une question en utilisant le chat. Sinon, n'hésitez pas à lever la main en utilisant les petits symboles dans votre barre d'outils ou tout simplement ouvrir votre micro. Il n'y a pas de souci. On va prendre les questions au fur et à mesure qu'elles viennent. Donc, je me présente. Je m'appelle Antoine. Je suis directeur général des missions commerciales de l'Université Laval. Donc, on est une OBNL affiliée à la FSA, affiliée à la Faculté des sciences et de l'administration de l'Université Laval. Puis, on forme à chaque année des étudiants en développement des affaires. On en a profité cette année pour faire un sondage à savoir ce que notre élève voulait en termes d'employabilité, en termes d'accompagnement de leur gestionnaire. Puis, on a aussi sondé nos entreprises des dernières années pour savoir qu'est-ce qu'elles recherchaient chez leur élève, c'était quoi les attentes, les perceptions, les impressions. Puis, on est super heureux de vous présenter ceci. Je laisse ma collègue Catherine se présenter avant de poursuivre. Oui, enchantée. Donc, moi, je m'occupe principalement du marketing puis du développement de l'organisation. Puis, en termes de background, j'ai fait mon bac et ma maîtrise en gestion internationale à l'Université Laval. Je suis impliquée depuis 3 ans auprès de la relève, justement, là, pour les compétitions académiques à l'université, donc le Code de commerce international que je coach depuis 3 ans. Puis, j'ai fait plusieurs compétitions académiques aussi, donc très impliquée quand j'ai été aux études, ce qui me permet de bien comprendre aussi ce que les gens impliqués désirent un petit peu plus. Puis, au sein de l'émission, je travaille quotidiennement avec les coordonnateurs et les agents, donc pour avoir leur pouls également. Bon, merci Catherine. Comme on disait, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure que la présentation avance. Le plan pour aujourd'hui, la présentation devrait durer entre 35 et 45 minutes, période de questions ensuite. On va présenter qui c'est l'organisation des missions commerciales de l'Université Laval, puis pourquoi on peut vous parler des attentes de la relève en développement des affaires. On va vous présenter le profil des gens qui ont répondu à notre étude, au sondage qu'on a fait. Puis ensuite, on a séparé les observations, les constatations en 2 points. Donc, en termes d'attraction de la relève en développement des affaires, puis en termes de rétention, c'est quoi les attentes et les préférences. Puis ensuite, on va pouvoir passer à une période de questions. Donc, qui on est, les missions commerciales? Comme je le disais d'emblée, on est un programme de formation pratique en développement des affaires, en recrutement international. Donc, depuis 1997, on organise des missions commerciales à l'étranger. Depuis cette année, des missions de recrutement de talents aussi, donc pour recruter des travailleurs à l'international. Au fil des ans, c'est beaucoup d'entreprises et d'étudiants qui ont passé par notre programme. En termes d'étudiants, on est rendu à plus de 850 participants qui sont allés dans 23 pays lors de plus de 60 missions commerciales. Puis en termes d'entreprises qui ont travaillé avec nous puis qui par la suite ont embauché nos étudiants, on est rendu à plus de 630 entreprises clientes. Donc, à chaque année, typiquement depuis un 7-8 ans, c'était 40 étudiants avec qui on travaillait, qui travaillaient en développement des affaires, qui étaient formés durant l'année académique. Depuis cette année, avec notre mission en recrutement de talent, on est rendu 55. Donc, on a rajouté une 4e cohorte. Donc, 33% d'étudiants de plus. Puis, c'est ces gens-là qu'on a sondés pour avoir leur pouls sur ce qu'ils voulaient en termes d'emploi et d'accompagnement. Quand on parle de la relève en développement des affaires, les gens qu'on a sondés majoritairement proviennent du programme des missions commerciales de l'Université Laval. Catherine va vous présenter un peu plus en détail le profil de nos répondants. Puis, pourquoi on peut dire et affirmer que c'est une relève sans avoir la prétention que c'est la seule au Québec. C'est qu'ils font un travail de vente, de développement des affaires pendant 4-5 mois au Québec durant leur année académique, donc sur 2 sessions universitaires différentes, pour rencontrer des entreprises qu'ils vont ensuite représenter à l'international. Donc, à chaque semaine, les étudiants font un nombre minimum d'appels, un nombre minimum de rencontres physiquement ou virtuellement avec des entreprises pour leur présenter nos services. Puis, les mandats qu'ils font à l'international, bien, ils les obtiennent en les vendant aux entreprises. Donc, ils vivent pendant non seulement ils ont des notions de vente, de négociation, de qualification d'opportunités, mais ils les mettent en application au cours de leur année académique. Puis tout ça se culmine par un 3 semaines à l'international, soit pour trouver des talents,
donc des travailleurs qu'on va recruter à l'étranger pour nos PME québécoises, soit pour trouver des partenaires d'affaires, des distributeurs, des fournisseurs ou des clients directs pour étudier un marché international. Donc, concrètement, quand on dit que c'est une relève en développement des affaires, ça, c'est nos statistiques au cours des deux mois d'automne pendant lesquels nos étudiants ont fait de la vente à l'automne 2022. Donc, c'est presque 4000 appels qui ont été réalisés, 818 rendez-vous avec des entreprises majoritairement en présentiel partout au Québec. Donc, presque 818 entreprises. Là, il y a eu quelques rendez-vous récurrents avec une même entreprise. Mais puis nos étudiants sont sensibilisés au funnel de vente, donc ils savent c'est quoi faire des cold calls pour ensuite obtenir un nombre plus restreint de rendez-vous, pour obtenir un nombre de leads ou de prospects qualifiés, pour finalement obtenir des clients. Donc, ça donne un aperçu du parcours par lequel ils passent, puis des informations auxquelles ils ont accès, puis qu'ils doivent maîtriser pour être capables de bien vendre leur mission commerciale. Puis, oups, ça va un peu vite, mais bref, c'est ça, les étudiants font un travail de vente auprès de ces entreprises-là, puis ensuite, c'est ce qui les permet de bien les représenter à l'international. Donc, on a sollicité ce réseau-là, qui sont majoritairement des étudiants, qui sont tous des étudiants en ce moment, pour connaître leurs préférences, mais on a aussi sollicité notre réseau de diplômés du programme. Comme je disais, maintenant, on est à plus de 850 diplômés. Puis, ces alumni-là, qu'on les appelle, ces diplômés-là, ont aussi répondu au sondage. Puis, ces alumni-là, ces anciens participants du programme, mais c'est des gens qui vont se référer entre eux à des employeurs, qui vont référer des employeurs à leurs collègues qui se recherchent des emplois, puis qui soutiennent en développement des affaires via le partage de contacts, de meilleures pratiques, d'outils, puis de connaissances de façon générale. Puis ensuite, nous, on vient soutenir ces alumni-là, ces diplômés-là en les référant à des employeurs, mais aussi quand des clients, des anciens clients des missions commerciales nous demandent de leur référer des gens en développement des affaires qui ont une expérience X, on est capable de leur présenter des profils qui souvent correspondent à ce qu'ils cherchent et qui finissent par embaucher chez notre communauté de gradués. Donc, c'est ce qui nous permet d'affirmer que l'émission commerciale, c'est une excellente porte d'entrée pour les entreprises qui veulent recruter en développement des affaires. Notre service de base qu'on offre, a priori, c'est vraiment des services de représentation à l'international, mais on ne se cachera pas qu'il y a beaucoup d'entreprises qui participent aux missions commerciales pour recruter. Donc, dans le sondage qu'on a fait, auquel une centaine de nos clients ont répondu dans les dernières années, il y en a 20,5 qui mentionnaient parmi leurs objectifs de participer aux missions commerciales de l'Université Laval. 20,5 de ces entreprises-là, c'était pour engager l'agent qui les représentait ou engager un agent au sein de la délégation de laquelle faisait partie leur agent à eux. Puis, chez nos diplômés, chez nos participants de l'édition 2021-2022, c'est 27% là, presque qui ont accepté une offre d'emploi d'une entreprise cliente de l'an passé. Donc, parfois directement leurs clients qu'ils ont représentés à l'international. Parfois, ce n'était pas leur client, mais ils ont obtenu une référence d'un collègue qui dit « Moi, je ne peux pas poursuivre le développement d'affaires pour mon entreprise cliente. Est-ce que tu aimerais travailler pour eux? » Donc, c'est quand même une bonne proportion. Puis, le reste de la cohorte, c'est des gens qui sont soit encore aux études, donc qui poursuivent leurs études, qui s'en vont à l'international, des fois qui changent dans des domaines plus axés vers la diplomatie, la politique. Mais une bonne partie, là, le quart, va être placé en entreprise après leur année aux missions commerciales. Donc, peut-être pour d'emblée présenter concrètement, ça peut ressembler à quoi une entreprise puis un étudiant qui participe aux missions commerciales puis pour qui ça se termine par une belle histoire. C'est un exemple d'une de nos agentes de l'an passé. Puis, ce qu'elle a mentionné, elle, c'est directement en participant aux missions commerciales qu'elle a pu, de un, être formée en développement des affaires, acquérir la confiance puis les connaissances pour ensuite faire ce travail-là auprès d'une entreprise puis pas partir de zéro. Puis, aujourd'hui, elle travaille encore pour l'entreprise qu'elle a représentée à Toronto. Elle est directrice des ventes à sa sortie de l'université. Il y a des gens sous sa responsabilité dans son équipe. Puis, ça lui donne une confiance d'avoir participé aux missions commerciales. Puis, de la part de son client, qui est très satisfait du travail, évidemment, qu'elle a fait pour lui en mission, ça lui donne aussi de la confiance d'avoir quelqu'un qui est familiarisé avec son entreprise. Puis, ce qui est apprécié de cette entreprise-là chez notre étudiante, c'est un terme qu'on va voir plus tard, l'équipe de travail, la cohésion d'équipe, les activités qu'ils font ensemble, c'est quelque chose qui est un gros plus. Donc, une belle histoire d'une de nos étudiantes qui a gradué l'an passé des missions commerciales.
Comme je disais, 2 sources qu'on va vous partager imminemment. Donc, c'est une longue mise en bouche. On en arrive au vif du sujet. 2 sources pour étudier ce que la relève d'affaires préfère. Un sondage rempli, comme je disais, majoritairement par des étudiants des missions commerciales, des diplômés des missions commerciales, mais aussi des gens qui sont impliqués dans la faculté des sciences d'administration. Puis du côté des attentes puis des besoins des entreprises, on est allé piger ça dans un sondage qu'on fait à chaque année, auquel ont participé 100 gestionnaires, un peu plus de 100 gestionnaires qui ont encadré des étudiants qui ont fait des missions commerciales dans les années passées. Donc, Catherine, sans plus tarder, je te cède la parole. Oui, donc je vais vous parler un petit peu du profil des répondants de notre étude, là, principalement les étudiants ou anciens étudiants qui ont répondu à celui-ci. Donc, par rapport au programme d'études, comme vous pouvez le voir, la majorité, donc 64,4 % des étudiants ou des répondants plutôt, proviennent de programmes d'études soit au MBA ou au BA, donc 2 programmes, soit la maîtrise et le baccalauréat en administration des affaires. C'est assez représentatif aussi des programmes qu'on a là, au sein des missions commerciales. La majorité de nos étudiants proviennent de ce milieu-là. On a aussi des gens donc, de droit, BIAPRI, études internationales et langues modernes. On a sociologie aussi, parfois enseignement. Donc, c'est vraiment des cohortes diversifiées. Donc, on peut voir aussi avec le sondage que c'est effectivement ça qu'on a souvent dans nos cohortes. Par rapport à la situation d'emploi, là, comme Antoine disait, on a beaucoup de gens qui sont encore aux études. Donc, la majorité, comme vous pouvez le voir, on a environ 75 % des gens qui sont encore aux études. Donc, c'est vraiment la relève, justement, les prochaines personnes qui vont être sur le marché du travail, donc très représentatif. Puis parmi ces personnes-là, on a 38 % qui travaillent déjà soit à temps partiel ou à temps plein en développement des affaires. Donc, vraiment des gens qui aspirent vers des carrières en développement des affaires. Puis finalement, le moment de graduation. Donc, la grande majorité d'entre eux graduent en 2023, donc soit dès cet automne, dès cet hiver à l'été ou à l'automne 2023. Donc, c'est des gens qui vont bientôt être sur le marché du travail. Donc, vraiment, là, ça va venir appuyer que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est bon pour vous, pour que votre recrutement auprès de ces gens-là. Donc, c'est des prochaines personnes qui vont être attirées dans vos entreprises. Ensuite, donc, pour les personnes, là, je vous disais qu'il y en avait environ 40 % qui étaient à l'emploi en ce moment. Donc, par rapport à ces gens-là, on leur a demandé que ça faisait combien de temps qu'ils travaillaient dans l'entreprise où ils étaient. Donc, on a 35 % que ça fait 1 à 3 ans. 0 à 1 an, 58 %, puis 5-10 ans, 5,9 %. Donc, on a beaucoup de gens qui sont à leur début de carrière avec l'entreprise ou simplement dans leur début avec l'entreprise. Donc, je ne voudrais pas assumer que les gens, c'est leur premier emploi. Là, on sait que le taux de roulement, parfois, peut être élevé. Donc, les gens, ça fait pas très longtemps qu'ils travaillent dans l'entreprise où ils sont en ce moment. La façon dont ils ont trouvé l'emploi, donc, une grande partie provient d'émissions commerciales. Donc, comme Antoine disait en entrée de jeu, les étudiants, souvent, vont rester auprès de leur entreprise avec laquelle ils se sont familiarisés pendant toute l'année scolaire. Donc, c'est un bon pas pour eux d'ensuite continuer. Puis pour l'entreprise, c'est intéressant parce que la formation a déjà été faite au sein de l'émission commerciale pendant qu'ils étaient dans l'émission commerciale, les étudiants. Donc, c'est un bon pas ensuite pour avoir l'employé, l'étudiant qui est déjà prêt à poursuivre en connaissant déjà le fonctionnement de votre entreprise. Référence est aussi une bonne partie de la partie dont les gens ont trouvé leur emploi. Donc, on voit, si on rejoint une mission commerciale, les références, donc le bouche-à-oreille est une grande méthode pour recruter les gens. C'est ce qui fonctionne le plus. Donc, de se faire connaître auprès des étudiants, je crois que c'est une des meilleures façons pour les engager. Puis, on voit les autres facteurs assez classiques. Donc, LinkedIn qui est assez haut, trouvé sur le site web. Donc, les étudiants qui cherchent par eux-mêmes sur les entreprises qui les intéressent, des offres d'emploi. Chasse de tête aussi qui peut être assez élevée. Puis Facebook parfois, donc des publications sur ça. Nombre d'entreprises rencontrées en entrevue pour aller travailler. Donc, la majorité des gens, 73 % des gens ont rencontré une seule entreprise. Donc, c'est assez intéressant. Là. Je trouve que ça va un petit peu même bizarrement en contradiction avec ce qu'on va vous parler tantôt là, des étudiants qui recherchent plusieurs entreprises pour voir les conditions, les comparer entre elles. Donc, une entreprise, donc ça, c'est un très bon travail, des bonnes conditions qui sont présentées à prime abord. Puis ensuite, là, on a une minorité des gens qui rencontrent plus qu'une entreprise. On va rentrer maintenant dans le volet de l'attraction. Donc, on a demandé aux gens qui ont répondu au sondage de voir combien de sollicitations environ il y avait pour un emploi à chaque année. Donc, on sait que le marché de l'emploi est assez féroce en ce moment. Il y a beaucoup de pénuries. Donc, on leur a demandé de voir combien de fois ils se faisaient solliciter, même s'ils sont déjà en emploi. Donc, c'est pas parce que tu es dans un emploi que tu n'es pas à la recherche passive ou même que des gens ne t'approchent pas pour t'offrir un autre emploi.
Donc, la majorité des gens se font solliciter. On a juste 11% des gens qui ont répondu qui ne se faisaient pas solliciter, donc jamais pour un emploi. 1 à 2 fois, on est à 44%, 3 à 5, 22%, plus de 5 fois, 22%. Donc, la majorité des gens, on peut en comprendre, qui se font solliciter 1 à 2 fois par année. Donc, quand même intéressant. Donc, ce qui attire la relève dans une entreprise, donc par rapport aux conditions, on a fait une question ouverte à ce niveau-là pour demander aux gens qu'est-ce qui les intéressait. Puis, sans surprise, on a 22% qui ont mentionné à prime abord que le salaire était une grande partie, une grande partie de ce qu'ils recherchaient dans un emploi. J'aimerais ça vous entendre peut-être avec vos micros ou simplement dans le clavardage, voir qu'est-ce que vous pensez qui est aussi important pour la relève d'affaires quand ils recherchent dans une entreprise une nouvelle offre. Je vais vous laisser un moment. Est-ce que ça se fait au niveau des conditions, des gens en développement des affaires, de pouvoir voyager? Je n'en dirai pas plus pour pas divulgacher. Ouais, j'ai quelqu'un justement qui m'a écrit en privé les conditions de travail qui étaient analysées, effectivement, ça en est un des points. En privé encore, quelqu'un qui me dit justement les voyages d'affaires. Effectivement, surtout avec les gens d'émissions commerciales, là, sont très intéressés par l'international. Donc, c'est des bonnes pistes de réponse. Merci. Donc, on va continuer. Donc, par rapport à certains chiffres, là, justement, qu'est-ce qui attirait les gens dans une entreprise, particulièrement moins que dans une offre d'emploi? On va y revenir dans la prochaine diapositive. Donc, dans une entreprise, qu'est-ce que les gens aiment? On a 15% qui ont mentionné qu'ils recherchaient une entreprise avec un produit ou un service qui correspondait à leurs valeurs. On avait justement quelqu'un qui me disait que pour lui ou pour elle, c'était important d'avoir une entreprise avec un produit ou un service en lequel il croit, qui pense que c'est plus facile de le vendre par la suite, puis que c'est plus plaisant au quotidien aussi quand c'est un produit ou un service que tu aimes. Ensuite, comme Antoine l'a dit aussi en entrée de jeu, la cohésion d'équipe, c'est très, très, très important. Donc, c'est revenu dans toutes nos questions, même si la question n'était pas vraiment sur ça. Donc, je pense que c'est un élément que les gens apprécient énormément. Donc, une cohésion d'équipe, des collègues avec qui c'est agréable de travailler, une écoute puis une reconnaissance également de la part de l'employeur. Donc, de sentir que ton travail en vaut la peine puis que tes efforts portent fruit, c'est quelque chose que les gens apprécient. Surtout le fait de ne pas sentir que tu es un numéro. Donc, parfois dans une grande entreprise, certains peuvent le ressentir ainsi. Donc, c'est important de bien faire des approches personnalisées auprès des employés pour leur faire sentir que la personne compte dans l'entreprise. Donc, c'est quelque chose que les gens apprécient. Ensuite, des désirs désirs de travailler dans une entreprise où il y a des possibilités d'évolution. Donc, ça, c'est un chiffre personnellement qui m'a particulièrement surprise. J'ai en tête que les gens, il y a un gros roulement d'employés dans la nouvelle génération, que les gens restent 1 an ou 2, mais les gens ont mentionné là, à l'écrit avoir un intérêt envers des possibilités d'évolution, donc de pouvoir avoir la chance d'aller travailler en marketing un petit peu, ensuite aller dans un autre poste. Donc, c'est des choses qui ont été mentionnées aussi. Les gens aiment sentir qu'il y a des possibilités de monter dans l'entreprise, puis de faire son nom au sein de l'entreprise, puis de pouvoir évoluer au sein de différents postes. Puis finalement, les valeurs qui concordent avec les leurs, donc c'est quelque chose de très important. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui mentionnait que l'image que l'entreprise projetait sur les réseaux sociaux, c'était quelque chose de très important. De faire valoir sa marque employeur au final sur les réseaux sociaux, je crois que c'est quelque chose, personnellement, moi, c'est ce qui m'attire beaucoup aussi en tant qu'employé. Donc, c'est quelque chose que les gens mentionnent aussi, que l'image projetée sur les réseaux sociaux, ça parle beaucoup puis ça donne le goût d'aller travailler dans l'entreprise. Autre fait qui attire dans une entreprise, c'est le soutien qui est apporté par l'entreprise au développement personnel et professionnel de l'employé. Donc, j'ai un bon coup à vous partager. D'ailleurs, là, je fais des petites recherches sur les entreprises qui ont des bons programmes justement pour encadrer leurs employés. On a Novathèse, une entreprise de Québec qui a énormément grandi dans les dernières années de son nombre d'employés. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils offrent à leurs employés pour les fidéliser puis les développer surtout? Donc, ils ont un programme de développement individuel qui est adapté aux objectifs de carrière de l'employé, qui va faire en sorte qu'il va y avoir des suivis qui vont être faits régulièrement pour voir s'il n'y aurait pas d'autres choses que l'employé aimerait comme formation. Il va aussi avoir des budgets de formation externe. Donc, si jamais il veut suivre des cours, l'employé veut suivre des cours, c'est possible ailleurs. Des heures de formation à l'interne aussi.
un accès à la plateforme LinkedIn Learning Pro, donc du learning en virtuel. Il y a des remboursements de frais d'études aussi qui peuvent être faits avec des ententes d'engagement, donc avec s'assurer que l'employé va rester au sein de l'entreprise. Programme de coaching pour les nouveaux gestionnaires, co-développement entre employés, donc des séances de travail qui sont organisées pour partager des idées. Programme de mentorat également, des lunch and learn à chaque mois, 1 ou 2, qui sont présentés par des employés. Puis, plus encore, donc il y a beaucoup de pratiques qui sont mises au sein de cette entreprise-là pour développer leurs employés. Donc, c'est un exemple de bon coup que vous pourriez suivre. Si on vient maintenant plus dans l'offre d'emploi, qu'est-ce que les employés recherchent? Donc, on a parlé du côté plus qu'est-ce qui attire dans une entreprise. Maintenant, par rapport aux offres d'emploi, qu'est-ce que les gens recherchent? Donc, une flexibilité. Plusieurs ont mentionné avoir un intérêt pour un horaire modulable, donc que ce soit un 4 jours par semaine, de pouvoir décider un après-midi de ne pas travailler puis de reprendre ses heures à un autre moment. C'est quelque chose qui est très apprécié. Mobilité entre différents lieux de travail aussi. Donc, il y a des entreprises parfois qui peuvent avoir un bureau à Québec, un bureau à Montréal, un bureau à Dubaï. Les gens apprécient pouvoir aller passer une semaine de travail dans un autre bureau. Ça permet de voir d'autres choses, quelque chose qui est super apprécié. Puis une autre chose, une permission de travailler à partir de l'étranger. Donc, le télétravail, on ne se le cachera pas, c'est quelque chose de plus en plus commun aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises qu'on va voir maintenant s'adapter avec des politiques de certaines périodes de travail à l'étranger. Par exemple, 1 mois se voit souvent dans des offres d'emploi, dans des conditions. Donc, c'est quelque chose qui est apprécié. Puis, par rapport au télétravail aussi, j'ai jasé avec une étudiante cette semaine qui me disait qu'elle avait plusieurs offres d'emploi en vue parce qu'elle finit son baccalauréat dès cette année. Puis, elle me disait qu'il y avait une entreprise qui l'intéressait énormément puis que le seul frein qui l'a fait refuser l'offre qui s'est présentée à elle, c'est l'horaire de 5 jours de travail en personne. Donc, personnellement, je crois aussi qu'une entreprise qui offre 5 jours fermement en personne ne gagnera pas beaucoup d'intérêt auprès de la relève. Je crois que les gens veulent de la flexibilité dans leur horaire. On pourrait y revenir aussi un petit peu plus tard. Là, on a une petite section par rapport à l'intérêt de la relève en termes en termes de flexibilité d'horaire et de télétravail. On a également des allocations que les gens aiment. Donc, anniversaire professionnel, que ce soit une petite carte cadeau, une petite date dans le dos aussi. Donc, des allocations quand tu as un bon coup. Je pense à des entreprises qui ont de l'argent particulièrement pour des bons coups. Donc, ça peut être intéressant. Puis aussi des allocations pour de la vie active, des activités culturelles, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc, oui, si ton salaire est quand même élevé puis que ça peut être intéressant pour la relève. Puis finalement, l'ambiance de travail, donc les gens mentionnaient encore une fois que c'est intéressant d'avoir une belle équipe de travail, mais aussi la possibilité de travailler en personne. Donc oui, une flexibilité d'horaire, mais les gens aiment avoir l'occasion d'avoir un bureau pour pouvoir aller socialiser quand bon leur semble. Puis une dernière petite chose par rapport à l'offre d'emploi, donc le ton qui est utilisé, ça a été mentionné à quelques reprises, que les gens aiment le ton plus original que simplement défiler des conditions puis rester plate dans sa présentation. Donc, c'est quelque chose qui attire la relève. On a posé des questions, donc qu'est-ce que les gens préféraient? Donc, des questions avec des réponses déjà établies, donc à choix multiples. On remarque que la taille d'entreprise, qu'est-ce que les gens préfèrent? Ça va surtout être la moyenne d'entreprise, mais on a aussi une grande majorité des gens qui ça ne leur dérange pas, peu importe la taille de l'entreprise, qui vont s'adapter où bon leur semble. Ensuite, par rapport à la culture d'entreprise ou le salaire, donc on a fait un choix entre les deux. On voit que les gens préfèrent avoir une culture d'entreprise plus forte, quitte à avoir un petit peu moins de salaire, mais ça va de pair avec l'ambiance puis l'équipe de travail que les gens disaient qu'ils préféraient. Par rapport à la rémunération, donc souvent en vente, on va voir des salaires fixes ou des salaires à commission. Donc, on a une préférence pour la relève pour des salaires fixes. Quand même une partie des gens qui aimeraient aussi avoir un salaire à commission, donc des gens qui recherchent plus les défis, puis nos meilleurs vendeurs souvent aussi. Petite anecdote par rapport à ça, petite histoire.
On a une de nos anciennes agentes qui a accepté un emploi à un certain moment avec l'entreprise qu'elle a représentée dans une mission commerciale. Puis, à son contrat, il y avait des commissions. Puis, jamais elle a reçu des commissions. Donc, c'est la raison pour laquelle, une des principales raisons pour laquelle elle a changé d'emploi parce que ça n'avait pas été respecté dans l'offre. Donc, juste de vous assurer si vous faites des salaires à commission, ça peut sembler évident, mais de les respecter pour être sûr que les gens restent et que c'est une manière de fidéliser vos employés. Donc, bien les respecter. Sécurité d'emploi. Donc, les gens préfèrent l'avancement rapide avec moins de sécurité d'emploi un petit peu, mais plus de possibilités d'évoluer au sein de l'entreprise par rapport à 22 qui recherchent une sécurité d'emploi. Donc, on voit que nos agents d'émission commerciale et l'environnement qui est autour de nous, c'est principalement des gens qui sont des fonceurs et qui veulent des défis, donc sont prêts à avoir de l'avancement rapide. Ensuite, on a le choix entre des meilleures conditions de travail ou accès à de beaux bureaux. Donc, ça va un petit peu de pair avec le fait que les gens veulent plus de télétravail, donc les bureaux, c'est un peu moins important. Mais quand même, on a des gens qui veulent avoir accès à des beaux bureaux pour leur travail. Quant au télétravail, donc j'en ai glissé un petit mot tantôt, oui, les gens veulent une flexibilité entre télétravail et travail en personne. Donc, vous pouvez remarquer qu'on avait on avait 3 choix dans cette réponse-là, puis personne n'a sélectionné télétravail à temps plein. Donc, avec la petite anecdote que je vous ai racontée tantôt, c'est pas une surprise. Mais on a beaucoup de gens aussi qui veulent une obligation de travail en personne quelques jours. Donc, ça, en quoi ça consiste? C'est en fait de s'assurer qu'on peut avoir une belle cohésion d'équipe quand même au sein de l'équipe de travail parce qu'on se voit en personne. Donc, c'est quelque chose que les gens ne veulent pas nécessairement mettre de côté. Donc, par exemple, se dire tous les lundis, on va au bureau, bien, ça permet aux gens de socialiser puis de se voir. Par rapport au déplacement à l'international, on a eu beaucoup de réponses différentes à cette question-là. Donc, c'était une question ouverte. La majorité des gens aiment avoir une semaine à l'international pour pouvoir faire une belle conciliation travail-famille, puis recherchent 3 à 4 fois par année environ de déplacement, mais sont aussi ouverts quand même, la relève, à avoir des plus longs voyages si jamais c'est bénéfique pour l'entreprise. Donc, si jamais les objectifs ne sont pas simplement de faire des suivis, mais c'est de faire de la vente, puis de rencontrer des nouveaux fournisseurs, de rencontrer des nouveaux distributeurs ou de faire de la fidélisation. Ils vont comprendre, ils vont être prêts à mettre plus de temps, puis surtout s'il y a une nécessité de s'adapter à la culture, puis par exemple, je pense à l'Amérique latine où la relation est super importante avec la communauté d'affaires. Ça va être important de bâtir une relation, donc la relève est prête à passer plus de temps pour pouvoir bâtir des partenariats à long terme. On a sondé également par rapport aux initiatives de recrutement à privilégier. Donc, l'élément qui a eu le plus de votes, c'est des événements originaux dans l'entreprise. Donc, une belle façon de faire connaître son entreprise puis de rentrer directement en contact avec la relève. Nous, par exemple, qu'est-ce qu'on organise aux missions commerciales avec notre réseau d'alumni? C'est des événements, un alumni vous reçoit. Donc, on avait à chaque mois avant la pandémie, là, on en fait un petit peu de ces temps-ci. On avait des événements dans une entreprise pour laquelle un alumni travaille. Donc, ça permettait de se retrouver, puis aussi de visiter l'entreprise, donc de voir vraiment à quoi ça ressemble les bureaux, à quoi ça ressemble les conditions de travail, l'équipe également. Donc, des fois, c'est une belle façon de recruter, d'organiser des événements directement dans ces bureaux pour montrer à quoi ça ressemble, puis de rentrer en contact avec les gens directement. L'offre LinkedIn est également une initiative qui fonctionne bien. Puis de la présence sur le campus, donc des événements de recrutement, des événements étudiants, c'est quelque chose qui attire la relève. Puis par rapport à la publicité, donc il va y avoir plus de chances d'avoir de l'attraction avec des publicités sur les réseaux sociaux que directement sur le campus. Donc, aussi, on le voit, là, il y a beaucoup plus de cours à distance dans les universités depuis la pandémie. Donc, peut-être que ça peut avoir un petit lien avec le fait que les gens sont plus alertes avec les réseaux sociaux. J'ai essayé d'ouvrir mon micro tantôt sans succès. Pour les gens qui se demandaient en termes de pour la diapositive précédente, parce qu'évidemment, on parle à des gens qui cherchent à recruter des gens en développement des affaires, donc c'est peut-être pas la fréquence que vous avez pour développer des nouveaux marchés. On a vu aussi dans les choix de réponse des gens qui, oui, étaient prêts à partir une semaine ou quelques jours par mois ou à partir une semaine, 2 semaines à chaque 2 mois, mais c'était moins fréquent que soit un long déplacement qu'on ne sait que ce pas nécessairement la norme ou avoir une semaine qui partent de façon ponctuelle, de façon récurrente, 4 fois par année, par exemple, ou à chaque 2 mois. Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi vu. Ouais.
N'hésitez pas, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, des commentaires sur aussi ce que vous observez dans vos entreprises. Est-ce que vous avez dû changer soit la fréquence des travaux ou la façon dont vous recrutiez pour vous démarquer? Les gens doivent être en train de prendre leur lunch. Je vois des lunchs qui se prennent effectivement. Bon, on va continuer. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les écrire dans le chat, dans le clavardage. Donc, on a également demandé quel bon coût de recrutement avait été observé. Donc, je vous parlais que c'était très intéressant, les événements directement dans l'entreprise, mais quoi exactement qu'on peut faire? Donc, on a eu une personne justement qui nous parlait qu'il y avait eu chez le groupe Dynamite un événement que les gens venaient voir des designers, puis pouvaient donner leur CV directement aux designers. Donc, en même temps, ça permet de réduire votre cycle de recrutement en ayant directement une possibilité de postuler sur place. Donc, ça, c'est quelque chose qui avait été apprécié. Visite de bureau également, donc aussi simple que ça, présenter à quoi ressemblent vos bureaux, puis répondre aux questions également au fur et à mesure, raconter des anecdotes de voyage, vraiment faire le tout le plus interactif possible. Également, une mention par rapport aux événements. Donc, je parlais tout à l'heure, un kiosque sur le campus, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, une présence pendant les événements. On remarque souvent, là, justement, dans des compétitions universitaires, des entreprises qui vont donner des goodies, donner des produits également. Donc, c'est pas ce qui va attirer le plus la clientèle. Oui, vous allez pouvoir faire une visibilité avec votre produit, mais les gens, pour les engager, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelqu'un sur place avec qui les étudiants peuvent discuter directement pendant l'événement, se renseigner sur votre produit, sur votre développement d'affaires. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. On peut parler justement des compétitions académiques. Donc, on peut avoir des cas directement sur votre entreprise qui permettent aux étudiants de connaître votre entreprise. Également, de la tournée des agences. Donc, on a le Démarque à l'Université Laval qui fait une tournée d'agence que les étudiants apprécient énormément pour pouvoir aller vous rencontrer. Puis, on peut également avoir des événements étudiants, là, comme je vous disais. Là, donc, on a par exemple le So You Think You Can Pitch. C'est le premier qui me vient en tête, des événements également simulation boursière à l'Université Laval. Donc, d'être présent là puis d'avoir un petit kiosque peut faire toute la différence. D'autres petites idées également. Donc, on a eu conception de soupe instantanée dans le cadre d'une activité de réseautage. J'aurais bien aimé voir à quoi ça ressemblait ça. Puis, c'était avec des avocats d'ailleurs. C'est assez drôle comme mix. Puis, finalement, une soirée de préparation de cocktails. Donc, une ambiance agréable, relaxante, prompte à la discussion. Donc, ça brise toujours bien la glace, un petit verre. Par rapport à la pénurie de main-d'œuvre, donc on a demandé aux répondants de nous dire s'ils considéraient qu'ils avaient le gros bout du bâton face à l'employeur. Puis effectivement, donc on a 67% des gens qui disent que oui, sentent qu'ils ont le plus gros bout du bâton face à un employeur en position d'entrevue. Par contre, petite nuance, les gens disent quand même que même s'ils ont le gros bout du bâton, c'est important de bien se préparer puis de se vendre, de démontrer pourquoi est-ce qu'ils sont le ou la candidate idéale. Tout ce que ça change, en fait, c'est surtout par rapport à la confiance pendant l'entrevue. Donc, le stress va être un petit peu moins grand parce que les gens savent qu'ils peuvent avoir un autre poste ailleurs si jamais ça ne fonctionne pas. Donc, on remarque plus de confiance et d'aisance, ce qui est assez agréable pour les deux parties pendant l'entrevue. Également, plus de questions qui vont être posées sur les conditions de travail. Donc, les gens vont creuser plus pour être sûr que les conditions sont bonnes pour ce que la personne recherche. Également, plus de questions qui vont être posées sur la culture d'entreprise. On va voir si l'entreprise est la bonne pour soi, voir s'il y a un fit également avec les gestionnaires. Donc, c'est quelque chose qui est important pendant une entrevue. Également, le salaire, c'est souvent un sujet tabou, mais avec la position que la relève a en ce moment, donc ils démontrent qu'ils sont prêts à plus poser des questions sur l'échelle salariale, voir à quoi est-ce que ça peut ressembler à un salaire dans votre entreprise, puis plus négocier également. Donc, ne pas nécessairement accepter la première offre qui va venir, mais plutôt voir entre deux postes qu'est-ce qui est offert pour pouvoir mieux négocier par la suite. Puis finalement, moins peur de parler de projets de voyage à venir. Donc, ça, c'est quelque chose qui avant était peut-être plus un frein quand on était en entrevue, de dire qu'on avait des voyages prévus pendant l'été, pendant l'année ou autre. Maintenant, avec la conciliation, travail-famille, le télétravail également, c'est quelque chose que les gens sont moins stressés de dire après ma barre en entrevue. C'est ce qui conclut ma partie. Donc, Antoine, je te laisse. Est-ce que vous avez des questions en fait sur l'attraction? J'ai vu qu'il y avait un petit message dans le clavardage. Oui, M. Letourneau qui me dit cela fonctionne en ce moment car l'offre est plus forte que la demande, mais que se passera-t-il quand la demande sera plus forte que l'offre?
Vous voulez dire que la demande en emploi sera plus forte que l'offre en employés Et tout à fait. au niveau des voyages Mais au niveau en fait de tout, on va d'affaires? parler des avantages plus en nature. Que se passe-t-il quand par exemple, un employeur paye des locaux, par exemple des bureaux un peu vides en ce moment, parce que beaucoup de personnes veulent le télétravail. Mais au moment où l'employeur demande de revenir sur place, donc les gens, soit ils vont quitter, quand il y aura un peu moins d'offres, enfin oui, d'offres entre guillemets de nature, les gens vont commencer donc, soit à partir, mais au moment où en fait où il va y avoir moins d'offres que de demandes, à ce moment-là, les gens vont faire la queue pour avoir un travail entre guillemets. Que se passera-t-il à ce moment-là? Les gens vont devoir aussi, ça va être un changement de mentalité à l'inverse. Ça va être plus aux employeurs de s'adapter, mais ça va être aux employés de s'adapter. Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça, ou est-ce que euh, c'est juste parce que j'ai du mal à imaginer que ça va durer dans le temps. Oui, en ce moment, c'est bien, il y a cette flexibilité-là, mais à un moment donné, il n'y aura plus cette flexibilité-là. Et quelles seront les conséquences et comment on devra s'adapter justement en tant que recruteur, mais aussi en tant qu'employé? On n'a pas sondé spécifiquement sur le fait quand il va y avoir moins d'offres d'emploi, parce que, par exemple, l'économie ralentit dans la prochaines années, puis que là, les gens vont plus être à la recherche d'emploi. On n'a pas questionné là-dessus. Par contre, si on émet des hypothèses, puis ensuite, on peut ouvrir la discussion, puis tu peux le lancer aussi, Catherine. Tu sais, on le sait qu'au Québec, au Canada, la pénurie de main-d'œuvre va durer jusqu'au moins 2030, puis qu'on n'a pas encore atteint le pire. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à croire, c'est que même si oui, il va peut-être avoir pendant un certain moment moins d'emplois disponibles, puis que là, il va y avoir un retour de balancier que vous mentionnez, mais je pense qu'avec la numérisation, la digitalisation, puis le fait que ça va être déjà un mouvement qui est bien entamé avec la pandémie, le fait de préférer comme on le voyait plus tôt dans l'étude, de préférer des conditions le fun, puis une conciliation que préférer des beaux bureaux. Je pense qu'il va peut-être avoir un petit retour de balancier, mais que ça ne sera pas un retour au statu quo antebellum, là, puis à l'état avant pandémie, où est-ce que tout le monde travaillait au bureau. Puis dès que cet ralentissement, cette récession-là va prendre fin, d'après moi, ben là, on sait que pour encore un bon 7-8 ans, les employés vont avoir le gros bout du bâton, donc ça devrait revenir à une position de force, mais bon, on analyse la chose. Je ne sais pas si Ouais, d'autres gens ont des analyses ou des lectures différentes. je suis juste en train de penser vraiment large et un peu plus haut. Par exemple, un employeur qui paye des bureaux qui sont vides, au bout d'un moment, l'employeur va arrêter de payer ses bureaux et va faire mettre, au pire des cas, la clé sous la porte. C'est pas le cas pour tous les employeurs, bien évidemment. Par exemple, si on parle au niveau du fédéral et notamment au Québec, combien de bâtiments ont été construits et qui sont maintenant vides, et au final, au niveau de l'économie, on paye tout ça pour des personnes en fait, qui n'utilisent pas ces bureaux. Donc, qu'est-ce qui se passera au niveau de l'économie derrière? C'est surtout ça aussi. Mais je crois que ça dépend vraiment de l'employeur, là. Si j'ai comme deux exemples concrets en tête que, par exemple, Hydro-Québec qui avait beaucoup de bureaux, puis maintenant avec la possibilité de télétravail, il y a plusieurs employés qui, par exemple, je pense qu'il y a un bureau à Saint-Hyacinthe, bien, il y a beaucoup de gens des alentours qui faisaient la route pour se rendre. Bon, bien, maintenant, ils vont préférer faire un peu plus de télétravail, donc les bureaux, ils ont diminué la grosseur des bureaux, ils ont loué à d'autres personnes. Puis tu as au contraire d'autres entreprises avec plus jeunes. Je prends par exemple Novathèse qui, eux, viennent juste de se construire des nouveaux bureaux, puis que les gens, avec l'équipe plus jeune, plus dynamique, sans dire que l'équipe d'Hydro-Québec ne l'est pas, c'est juste que c'est une plus grosse équipe Hydro-Québec, puis c'est peut-être plus difficile avec plusieurs bureaux. Ouais, maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont au bureau, donc je pense que ça dépend vraiment de la mentalité de l'entreprise puis des employés. C'est sûr que le télétravail, même si dans les conditions plus tard, les gens disent on veut vraiment avoir des bureaux, je pense que les gestionnaires se sont aperçus de la rentabilité de la chose, puis aussi de la proactivité. Les gens sont quand même très, très actifs, même s'ils sont en télétravail. Donc, je pense que c'est juste une flexibilité qu'on va voir. Mais je suis de la pensée que c'est bien d'être au bureau de temps en temps pour aller jaser avec des gens parce que tout seul chez nous, sinon ça vient long. Donc, je pense que ça va être du changement. Là, on le remarque depuis les dernières années. Donc, je pense que ça va être encore dans la même Ouais. ligne. C'est intéressant parce que nous, au bureau, on le voit, il y a des personnes, quand ils travaillent en télétravail, on voit bien que en fait, la communication est quand même coupée pendant un moment parce qu'au final, au bureau, on a ces conversations de couloir qui sont finalement super importantes et c'est là où on discute, c'est là où on a des pensées, c'est là où en fait, on avance.
Et en fait, quand on est au télétravail, on n'a pas ça. Et est-ce que la productivité est plus… Alors après, là, on entre vraiment dans, dans des recherches à faire, mais je serais intéressant de voir justement ces recherches pour savoir si oui ou non la productivité est moindre ou plus, et en fonction, en fait, et après à savoir, bien évidemment, que le management, si oui ou non, et puis encore une fois, dépend des entreprises, bien évidemment. Et, voilà, c'était Je mon pense petit… ouais, on est plusieurs à être curieux. Je pense que la bonne nouvelle, c'est nous, on le voit avec nos étudiants qui, même si on sont habitués avec le numérique, certains ont connu que ça pour leur université avant le retour cette année en présentiel. Quand on demande de venir en présentiel, puis que c'est justifié, puis qu'on l'explique, puis c'est certain que plus l'année va, plus on devient flexible avec le hybride, le virtuel. Mais on voit, comme vous dites, les échanges de corridors, puis les gens l'acceptent. Je pense qu'avec une culture, puis ça revient un peu au point qu'on mentionnait, puis qu'on va marteler pendant la partie sur la rétention, là, d'avoir une culture forte, d'avoir une cohésion d'équipe, des espaces de partage, ça peut venir justifier, puis en même temps, ça te permet de te faire voir de tes boss. Donc, pour les possibilités d'avancement qu'on a aussi vues qui sont très, très, très valorisées, ça devient logique d'y aller de temps en temps. On est dans les spéculations, mais intéressante discussion. Je vais poursuivre pour être sûr qu'on termine à 13 heures et qu'on laisse nos gens y aller. Donc, la partie sur la rétention de la relève en développement des affaires. Donc, on leur a posé question ouverte. Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus enclin à rester, à demeurer dans un emploi plutôt que vous en cherchez un nouveau? Et de loin, presque une fois et demie, la quantité de réponses que les autres réponses ont obtenues, c'était le fait d'avoir une équipe agréable, des bonnes relations avec les collègues. Donc, on revient un peu sur le point dont on vient de discuter. C'est important d'avoir des moments où est-ce qu'on peut partager, puis pas juste professionnellement, mais comme vous le disiez, des conversations de corridor, aussi des activités sociales. Ça, c'est encore apprécié quand c'est fait, pas à outrance, puis quand c'est bien fait. Les deux autres points qui ressortaient après ce premier-là, c'était de sentir qu'on est dans un lieu de travail où on est reconnu, où on valorise le travail qu'on fait, où est-ce qu'il y a de l'écoute, qu'on peut partager nos idées. Ça, c'est un point qui était super important. Puis les bonnes conditions d'emploi, d'avoir des avantages sociaux intéressants, des assurances, d'avoir des horaires de travail flexibles, des semaines de vacances, les programmes dont Catherine parlait, par exemple, chez Novathèse, pour la formation, pour pouvoir faire des retours aux études, de la flexibilité, conciliation, travail-famille, c'est quelque chose qui est apprécié. Et même plus que ce qu'on voit au niveau du salaire. Donc, salaire, occasion d'avancement, progression sont à égalité. L'ambiance, la culture de l'espace de travail est importante, mais moins que la cohésion avec l'équipe. Donc, pour les entreprises qui se disent « Ouais, moi, je ne vends peut-être pas de quoi de super sexy », il y a quand même moyen d'être super attractif, d'être super attrayant au point de vue de la relève en mettant en place des occasions d'échange puis une ambiance le fun avec les collègues. Au niveau des relations avec les gestionnaires, donc de sentir qu'on est dans un milieu où les gestionnaires sont bienveillants, on a vu le terme management bienveillant, où est-ce qu'il y a de la compassion, puis un côté humain, se souvenir des dates d'anniversaire, des anniversaires de travail dans l'entreprise, souligner ces petits moments-là, c'était quelque chose qui ressortait. Et les deux éléments qui sont le moins ressortis, c'était d'être dans une entreprise où est-ce que les valeurs étaient similaires aux siennes. Donc, on voit qu'au niveau, apporter une nuance par rapport à ce qui a été dit plus tôt, là, au niveau de la recherche d'emploi, au niveau de l'attraction, les gens semblent accorder une importance grande aux valeurs qui sont en cohésion, en adéquation avec ces valeurs personnelles. Par contre, pour rester dans un emploi, si on voit que les conditions sont bonnes, que le salaire est bon, que les collègues, les relations avec les collègues sont intéressantes, puis qu'on est reconnu, ben, c'est pas le premier point qui va être regardé. Puis finalement, encore une fois, dans les points qui, surprenamment, ne sont pas dans les premiers, là, la flexibilité dans l'horaire et le mode de travail. J'apporte une nuance, là. On mentionnait, comme c'est des questions ouvertes, peut-être que des gens considéraient que la flexibilité, ça rentrait dans bonnes conditions d'emploi, qui est un point quand même très important qu'on a ici. Mais ce point-là spécifique, donc juste d'un horaire flexible, il faut que ce soit packagé avec d'autres choses pour que ce soit rendu intéressant, que ce soit considéré comme des conditions intéressantes. Au niveau de la relation avec le gestionnaire, on entend souvent on prend un emploi, mais on quitte un boss. Les attitudes d'un gestionnaire qui sont recherchées puis qui favorisent la rétention, ce qui ressortait majoritairement, c'est de l'écoute. Donc, de sentir que ces idées sont acceptées puis sont implantées, ou du moins qu'il y a une discussion autour de l'implantation de ces idées-là, puis pourquoi est-ce qu'on ne les prend pas.
de la transparence, de la rétroaction, de la construction, de la rétroaction constructive, excusez-moi, puis être direct dans sa rétroaction. Donc, on entend parfois la nouvelle génération, faut enrober tout ce qu'on dit, il faut sugarcoat. On va le voir dans les prochains témoignages, mais ce n'est pas nécessairement vrai. De ce qu'on nous a dit, on préfère avoir l'heure juste, une rétroaction qui est exacte, mais qui est apportée avec diplomatie puis de façon positive, que de se faire cacher des points ou de ne pas se faire donner de la rétroaction. Les gens n'ont pas peur d'être blessés, ils veulent seulement que ce soit fait de façon respectueuse. Un gestionnaire qui est présent, qui est disponible, qui est accessible, c'est super apprécié. Un milieu de travail puis un gestionnaire immédiat qui a une ouverture d'esprit face aux idées, ça va un petit peu avec l'écoute. C'est un point qui est apprécié. Le micromanagement, la micro-gestion, le fait de ne pas faire confiance à un employé, on va le voir dans la diapositive suivante, c'est quelque chose que les gens aiment moins. Donc, un gestionnaire qui va laisser de la marge de manœuvre, laisser du lousse à son employé, puis le faire confiance, plus évaluer est-ce qu'on parvient aux objectifs, mais pas micromanager sur le comment. Ça, c'est super positif. Puis finalement, que le gestionnaire soit un bon manager, un bon gestionnaire d'équipe, qui ait des connaissances, une attitude positive puis un humour. Ça a aussi été mentionné, mais pas autant que les points mentionnés plus haut. Bon, je ne m'éterniserai pas sur cette diapositive-là. C'est un peu l'inverse de ce qu'on vient de présenter, mais ce qu'on n'aime pas chez un gestionnaire qui est trop intrusif, qui fait du micromanagement, qui manque d'écoute, puis qu'on sent qu'il est peu accessible. Ça peut être autant en termes de temps, d'horaire, qu'en termes de distance hiérarchique. Donc, on sent qu'il y a vraiment une barrière entre toi et le manager. Ça peut faire en sorte qu'on ne restera pas dans une entreprise. Quelqu'un qui a de l'ego, qui est peu empathique, qui ne va pas faire des preuves d'appréciation, de reconnaissance, de valorisation de ses employés, qui ne va pas donner de rétroaction. Donc, encore une fois, il ne faut pas avoir peur de blesser et de ne pas oser donner de la rétroaction. Là, la génération actuelle est capable d'en prendre. Puis un gestionnaire qui est juste axé sur on nous a dit sur les métriques, sur les chiffres, puis qui ne semble pas avoir une vision globale de qu'est-ce que peut être un leader inspirant. Ça, c'est quelque chose qui pouvait faire mal au niveau de la rétention. Arrêtez-moi si vous avez des questions, des commentaires, sinon je vais poursuivre. Au niveau de la rétroaction, on a questionné, est-ce que vous préférez des suivis réguliers, planifiés dans le temps, ou est-ce que vous préférez vous faire donner de la rétroaction de façon ponctuelle quand il y a un bon coup, un moins bon coup qui a été fait qui justifie la rétroaction? Et c'est de loin, là, 3 fois plus que des suivis planifiés. On préfère beaucoup avoir de la rétroaction de façon ponctuelle. Donc, des discussions de corridor, des choses, des updates, des mises à jour informelles, c'est super bien vu de la prochaine génération. Quelques témoignages, donc si on va plus dans le qualitatif d'anciens d'émissions commerciales, puis de gens qui ont un intérêt vers le développement d'affaires, qui ne sont pas restés, donc qui ont quitté une entreprise. Donc, le fait de ne pas prendre du temps avec ses employés, de ne pas se faire expliquer les tâches qui étaient à faire, c'est quoi qui a été un facteur de contribution à quitter un emploi. Combiné à ça au fait que, bon, oui, c'est des emplois en vente. C'est sûr qu'en entrée de jeu, on va demander qu'une personne fasse des cold calls, puis ça va être beaucoup ça, la job. Mais de l'inclure de temps en temps dans des périodes de brainstorm, dans des périodes de réflexion, on sait que ça, c'est apprécié. Puis quand c'est juste un 8 heures de temps à faire du cold call puis de la vente, avec peu de son mot à dire, au moins verbaliser ce qui fonctionne pas, puis quelles solutions on pourrait mettre en place, ça passe moins bien. Puis à la longue, ça peut faire que même pour des entreprises qui sont super belles, qui ont le vent dans les voiles, qui ont un beau branding, des gens quittent. Quand il y a un manque de structure, donc une concentration sur un marché qu'on sent qu'il n'y a pas vraiment de justification rationnelle, le fait d'embaucher des gens alors qu'on a un produit qui n'est pas encore prêt ou une capacité de production qui est insuffisante, puis de sentir qu'au final, on va se tirer dans le pied quand on va devoir dire à un client, écoute, on va devoir retarder la livraison. Ça, c'est bref, de sentir que les gens, ils vont se tirer eux-mêmes dans le pied puis que ça nuit à leurs occasions d'avancement, que les décisions de pénétrer un marché ou de lancer un produit sont peut-être pas justifiées, de vendre un produit sont peut-être pas justifiées, puis va nuire à leur image, à leur progression. Ça, c'est pas positif. Au niveau des attentes, donc des attentes qui sont trop élevées d'entrée de jeu, puis qui ont mis énormément de pression sans sentir qu'il y a l'accompagnement nécessaire pour atteindre ces objectifs-là, pour faire diminuer la pression et le stress. Ça peut être un facteur qui va faire quitter un nouvel employé. Donc, on voit des fois des gestionnaires qui accompagnent, qui sont super proactifs, mais que les attentes sont simplement irréalisables. Puis ça peut faire en sorte que des gens quittent le navire.
Au niveau, bon, quelques questions rapides qu'on a posées, là, juste pour sensibiliser à peut-être des adaptations à apporter à ces façons de communiquer avec la relève en développement des affaires. Ben, pour apprendre une procédure, une façon de faire, une approche, est-ce qu'on préfère avoir un texte, un document ou avoir une vidéo? Ben, de très loin, il y a des gens qui n'ont pas répondu, mais sinon, parmi les gens qui ont répondu, il y a plus que le double des gens de la relève en développement des affaires préfèrent avoir une vidéo qui va expliquer quoi faire, comment utiliser un logiciel, comment faire un cold call, que d'avoir un document. Fait que ça, des capsules vidéo, ça peut être une façon de mieux rejoindre votre jeune relève. Au niveau de la socialisation, justement, est-ce que c'est encore apprécié des étudiants et des jeunes diplômés d'avoir des activités en personne? Oui, très, très, très majoritairement, les gens sont prêts à prendre du temps à avoir des 5 à 7 avec des collègues, avoir des activités chez l'employeur, des chalets, des lacs à l'épaule, des façons de socialiser. Donc, même si on sait que c'est viré plus en virtuel, les emplois administratifs ou en vente depuis la pandémie, ben, d'avoir ces activités-là, c'est toujours très valorisé. Puis ça vient rejoindre la fibre sociabilisation dont on parlait plus tôt, là, qui est super importante. Au niveau du temps que les gens sont prêts à mettre, on va en parler un petit peu plus tard, là, mais on entend parfois parler, si vous lisez les affaires, le Harvard Business Review d'économistes, du phénomène du quiet quitting, démission silencieuse. Est-ce que les gens, la génération Z, va être prêt à faire le travail qui est demandé, mais uniquement ça, sans faire de temps supplémentaire, sans faire ce qu'on appelle dans notre jargon le extra mile pour parvenir à des objectifs, pour s'assurer que le travail est fait. Donc, on était curieux. On a posé des questions là-dessus. Ce qu'on a vu, du moins auprès des gens qui font l'émission commerciale, c'est que c'est des go-getters, puis ils sont prêts à faire plus d'heures au besoin. Ils comprennent que ça peut être une réalité, même si ce n'est pas souhaitable, ça peut être une réalité en début de carrière. Donc, quasiment le double des personnes qui ont dit qu'ils ne trouveraient pas ça sain de faire plus d'heures au détriment de leur vie personnelle. Il y en avait presque le double qui disaient qu'eux, au contraire, étaient prêts à le faire. Ce qu'on a vu, c'est que sur la façon dont c'est fait, les gens sont prêts à le faire quand il y a une discussion, si c'est récurrent, quand il y a une discussion avec leur gestionnaire pour rémunérer ces heures-là, avoir une augmentation de salaire, puis que le temps supplémentaire soit payé. Donc, les gens comprennent que c'est parfois normal de devoir faire plus d'heures que prévu. Puis, ils sont prêts à épauler leur employeur s'il y a un besoin de temps en temps. Au niveau de l'imputabilité face aux actions, on entend aussi des fois des commentaires négatifs sur la nouvelle génération qui ne sont pas prêts à prendre responsabilité puis à être commis puis à assumer. Du moins au niveau des réponses, c'est pas de quoi qu'on voit. Puis nous, ce qu'on voit aussi en encadrant cette relève-là puis en leur parlant à nos coordonnateurs puis à nos agents de développement de façon presque quotidienne, ils sont tout à fait prêts à prendre acte de ce qu'ils font puis de leurs bons coups et moins bons coups aussi. Fait qu'une majorité se disait imputable. Puis une partie se disait, ben oui, je suis prêt à prendre la responsabilité, mais si un gestionnaire qui m'a encadré, si je me suis fait conseiller, si on m'a donné une façon de faire, que ces choses-là n'étaient pas adéquates, ben, on veut une responsabilité partagée. Donc, c'est juste de dire, ben, de reconnaître là où est-ce qu'il y a peut-être manqué d'accompagnement, de le verbaliser, puis de trouver une façon constructive ensuite de le présenter à la personne qui a des améliorations à apporter à ses façons de faire, puis généralement, ça va être bien accueilli. Donc, quiet quitting, j'ai vendu le punch, désolé, mais comme je disais, c'est le phénomène de se désengager du travail, donc de faire ce qu'on nous demande, le strict minimum, mais de ne pas vouloir faire plus. Puis, quand vous faites une recherche Google, comme je disais, vous lisez certains médias spécialisés, on voit que ça semble être un fléau dont est atteint la génération Z. Comme je disais, nous, ce n'est pas ce qu'on a observé, donc on a poussé un petit peu plus loin les questions. On a posé une question, on demandait de cocher tous les points qui s'appliquent. Donc, c'est les 6 points qu'on voit ici. Si on voit que c'est impossible de finaliser des tâches dans un horaire régulier et qu'on va devoir faire probablement des heures supplémentaires, qu'est-ce qui s'applique à vous? Donc, près de 60% des répondants ont dit « Je vais prendre le temps nécessaire pour compléter les tâches, c'est normal. » Certains ont dit « Ben, je vais le faire, mais je vais discuter avec mon gestionnaire. » Donc, c'était près de 60%. De mémoire, c'était 56% qui disaient qu'elle allait avoir cette discussion-là. Les gens qui ont dit
je vais demander de ne pas faire d'heures supplémentaires, même si on va les rémunérer, il y a eu 0 personne. Donc, les gens sont flexibles, les gens sont prêts à faire plus de temps puis à mettre l'épaule à la roue si on les récompense de façon appropriée. Des gens qui ont dit, ben moi, je vais juste faire ma journée de travail régulière, je ne fais pas plus d'heures. Il y en a eu près de 40 %, donc ça existe, mais c'est moins que le 60 % qui ont dit que les autres seraient prêts à faire plus d'heures de temps en temps. Puis, près de 60 % des répondants ont dit, si c'est récurrent, je vais en jaser avec mon employeur pour corriger le tir ou avoir une rémunération adéquate, que ces heures-là soient reconnues. Mais encore une fois, personne n'a dit je vais commencer à chercher un emploi sans aviser mon employeur. Donc, ils semblaient tous prêts à faire le premier pas. Donc, c'est juste, comme pour répéter des points mentionnés plus haut, là, de prendre des moments pour se faire des checkpoints, des petites discussions, s'assurer que tout va bien de temps en temps, puis que OK, la charge de travail, tu trouves ça comment? Puis de le voir venir pour agir a priori, mais généralement, les gens sont prêts, puis on ne dit pas qu'on n'est pas en train de dire que c'est souhaitable, puis que tout le monde devrait faire des heures supplémentaires. On est juste en train de dire qu'en début de carrière, si ça arrive, il y a façon que ça arrive, mais de trouver un terrain d'entente. On arrive bientôt à la fin. En résumé, pour synthétiser tous les points qu'on a vus, ben, ça vaut la peine d'être créatif dans son recrutement. Ce qu'on a vu qui fonctionnait, c'était des événements originaux, puis s'intéresser à ce que la relève en développement des affaires fait, que ce soit des missions commerciales, que ce soit des compétitions universitaires comme les Jeux du commerce. Ça peut être, quand on sait le coût pour recruter un nouvel employé avec une firme de chasse de tête, parfois participer à des événements comme ça, des missions commerciales comme ça, ça peut être une bonne façon de travailler pendant 4 mois avec un employé. Puis en plus, cette personne-là réalise du travail, puis développe un marché ou recrute des candidats à l'international pour vous. Puis ça permet de voir s'il y a un bon fit. Puis après, ben, vous êtes dans le bassin de gens qui participent à ces programmes-là, les Jeux du commerce, les missions commerciales, puis vous pouvez vous faire référencer, même si vous ne travaillez pas nécessairement avec la personne qui vous avez donné un stage, une mission commerciale ou un mandat des Jeux du commerce. Autre point super important, bien, présentez la relève à votre équipe, faites-leur sentir qu'ils sont inclus, préparez un petit onboarding. C'est des trucs très génériques qu'on se dit c'est évident, mais important des fois de le faire puis d'y penser à le faire. Discuter c'est quoi leurs objectifs à long terme, mais dans un climat de confiance, puis de ne pas vouloir être trop pushy par rapport à nos attentes dans plusieurs années. Y aller progressivement, nous prenant par la main plutôt qu'en imposant. Installer un climat d'équipe plaisant, donc de créer des activités de team bonding, des retraites, des activités sociales, des activités sportives, pour que les gens se connaissent plus sur une base humaine, pas juste professionnelle, parce qu'on sait qu'au final, quand on recherche un emploi, c'est ça qui va que la relève va le plus rechercher. Puis comme on sait que ça fonctionne beaucoup par référence, bien, si vos employés actuels deviennent vos meilleurs référents du climat de travail puis de l'équipe avec laquelle les futurs employés vont travailler, ça va grandement faciliter votre temps d'embauche puis vos coûts d'embauche. Pour redire ce qu'on a déjà mentionné en entreprise, bien, une meilleure façon, c'est du référencement, de participer à des projets étudiants. Donc, rapprochez-vous de ces réseaux-là universitaires, de partenaires qui peuvent vous référencer, même si ce n'est pas l'étudiant directement avec qui vous avez travaillé. Au moins, vous allez être rentré dans le bassin d'étudiants qui sont intéressés par les entreprises qui s'intéressent à eux. Sinon, ben, juste s'assurer que les gestionnaires offrent du temps, sont disponibles, sont accessibles, puis mettre en place des plateformes, des moments, des brainstorms pour réfléchir, pour que les gens, même s'ils ont un travail plus d'entrée de poste, d'entrée de carrière, mais qu'il y ait une occasion de se positionner puis de faire valoir c'est quoi qui est important pour eux puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis que la rétroaction soit donnée de façon directe, constructive quand il y en a. On a vu que c'était plus ça qui était apprécié qu'à fréquence régulière à chaque mois, par exemple. Sinon, ben, faites des suivis, intéressez-vous à eux, puis généralement, selon notre expérience, là, quand on est en accompagnement, puis qu'on leur explique, qu'on les forme, puis qu'on essaie d'être le plus transparent possible, ils nous le rendent très bien, puis c'est des équipes qui sont super performantes. Là, et les chiffres de vente qu'on vous présentait d'entrée de jeu, 4000 appels réalisés, 818 entreprises rencontrées pendant 2 mois à l'automne, on n'a jamais vu ça en 26 ans de travailler avec plus de 800 étudiants en mission commerciale. Là, fait que c'est une génération qui peut mettre l'épaule à la roue et être super performante quand ils sont bien accompagnés. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui, des commentaires. Ben, pas de souci. Merci beaucoup de votre présence. Catherine, je vais te laisser les mots de la fin.
Oui, donc merci beaucoup à tous et toutes pour votre présence ce midi. C'est super agréable de vous voir virtuellement. Pour ceux qui ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux, je vous invite à le faire. Puis sinon, on a des prochains événements qui s'en viennent. Donc, en février, on va avoir une séance d'information sur nos missions de recrutement. Donc, au Maroc, pendant 3 semaines, on a 14 agents qui vont représenter une entreprise québécoise. Ça pourrait être vous. Donc, si ça vous intéresse, on vous invite également à prendre contact avec nous. Là, on ne mord pas. Puis sinon, on a également un petit événement de réseautage qui va venir en février, soit le 21 ou le 22. Donc, on attend encore d'avoir une confirmation pour notre salle. Donc, si vous voulez rencontrer justement cette relève-là d'affaires à l'Université Laval, donc on vous invite cordialement à cet événement-là. Donc, ça va être une formule 5 à 7 en personne avec un prix d'une quinzaine de dollars. Donc, à suivre si vous voulez vous inscrire. Puis, finalement, on vous rappelle nos destinations. Donc, Antoine, prochaine diapo. On va en Inde, en Colombie, au Maroc et aux États-Unis. Les États-Unis, notre délégation est complète depuis presque un mois déjà. Donc, ça s'est passé très bien pour cette vente-là. Il nous reste encore quelques places pour nos autres destinations. Donc, l'Inde qui file rapidement, donc bientôt plus de places. Colombie, Maroc aussi, ça va très bien. Mais il reste encore un petit peu plus de places. Donc, si vous êtes en décision pour l'Inde, dépêchez-vous, ça devrait se conclure très prochainement. Donc, je vous dis encore un grand merci. Je vous souhaite une belle semaine. Puis, on se revoit bientôt dans l'un de nos prochains événements ou simplement dans une rencontre. Merci à tous.